Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, début ce matin des épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS au Togo. Au total, 2046 candidats composent dans 33 différentes filières. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche a effectué une visite dans les 3 centres de Lomé. Constat à suivre. Autre constat, celui de la ministre en charge du commerce. Elle est allée s'assurer hier du bon déroulement de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Élection toujours, cette fois-ci en France, le Rassemblement national est en tête avec plus de 33% des voix suite au premier tour des législatives. Dans ce journal, nous allons aussi apprendre à mieux utiliser les feux de détresse sur les véhicules motorisés. Et puis, retour des pèlerins du Hadj au Togo. Dans ce journal, nous recevons la directrice préfectorale de la santé d'Agoué-Nivé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Top départ depuis ce matin des épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS au Togo. Au total, 2046 candidats, dont la moitié sont des filles, composent donc dans 33 différentes filières. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a effectué une visite dans les 3 centres de Lomé. Juliette Kamdé. Relisez à fond le sujet avant de vous jeter à... Ce sont les premiers mots du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au lycée d'Agoué-Nivé. Professeur Wateba Iou Majesté a porté le même message aux candidats des 2 autres centres, collège protestant d'Agbalpé-Dogan et lycée Clikamé. Il s'agit du premier examen BTS depuis les réformes engagées dans l'enseignement supérieur. Professeur Wateba Iou Majesté. Cette visite nous a permis de constater que tout se déroule très bien dans les centres de Lomé et aussi de l'avis des informations recueillies venant de l'intérieur du pays, tout se déroule également très bien. L'examen d'État reste quand même l'examen de référence. Nous exhortons tous les candidats à ne pas fuir ces examens et à les affronter parce que c'est ça qui est le sérieux. Et pour rappel, les mêmes examens désormais se dérouleront dans les autres filières, comme la licence et les masters à compter de la rentrée prochaine. Donc, il faut plutôt se préparer, se mettre vraiment dans le moule de l'étudiant qui passe un examen et se dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des diplômes compétitifs que de passer l'examen qui est organisé par l'État togolais. En lieu et place de l'Office du brevet de technicien supérieur au BTS, c'est désormais l'Office des examens professionnels du supérieur, OEPS. C'est lui qui sera en charge désormais des examens nationaux dans les établissements du supérieur, privé comme public. Hélène. Merci à toi, Juliette Kamdé. Élection hier des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kayimi-Védor Sambiani, s'est assurée du bon déroulement du processus au centre de vote de Lomé. C'est la journée qu'on a retenue par rapport à l'agenda du processus électoral au niveau consulaire pour l'élection des membres consulaires. J'ai souhaité faire ce tour-là avec mon collègue de l'administration territoriale pour pouvoir voir comment ça se passe, voir les conditions dans lesquelles les votes se passent et pouvoir également, je dirais, renforcer, confirmer l'engagement et le sérieux, le professionnalisme de tous les acteurs qui ont été impliqués dans ce processus. Donc, on a bien vu que l'organisation est parfaite, les électeurs sont là, tout se passe dans de bonnes conditions. Il faut avouer que ça fait 1 an, si j'ai bonne mémoire, c'est le 8 juin que la commission électorale consulaire a prêté serment, ils ont commencé. Et donc, c'était 8 juin 2023, on est le 30 juin 2024. Donc, c'est un processus qui a pris son temps. Mais c'était important par rapport à l'engagement et par rapport à tout le support que le chef de l'État a mis pour que ce processus puisse se faire dans de bonnes conditions. Ces élus veilleront au grain pour la bonne marche de la CCI Togo. Comment Dindong, président de la commission électorale consulaire.
Vous savez, la Chambre, c'est un établissement public qui est dirigé par un certain nombre de commissaires. Donc, nous allons élire 75 candidats. Sur les 106 eux-mêmes, ils vont s'organiser pour élire le bureau. Le bureau est composé de 5 membres. Il y a le président et puis 4 commissaires, c'est qui vont diriger la Chambre. Ce qu'on veut élire, c'est des membres de l'Assemblée consulaire. Il faut dire que ça se passe à l'intérieur du pays aussi. Nous avons des bureaux dans les chefs de lieux de région. À Lomé, Grand Lomé, nous aurons 12 élus nationaux. Ça fera 48 à l'intérieur. Nous allons élire dans chaque région 3 consuls. C'est des élus consulaires. Maintenant, c'est les membres du bureau là qu'on appelle commissaires. Il y a le président et 4 commissaires. Ceux qui vont élire, c'est les opérateurs économiques. Si vous n'êtes pas opérateur économique, vous ne pouvez pas élire. Parce que, bon, nous-mêmes, on organise, mais on n'est pas opérateur économique, donc on n'est pas électeur. Les électeurs, c'est des opérateurs économiques. C'est les gens qui évoluent dans les secteurs de services, de l'industrie et du commerce. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, nous avons un invité dans ce journal. C'est la directrice préfectorale de la santé d'Agouenivé. Il s'agit de Madame Tagba Peleyi Tilalo. Madame, bonjour. Bonjour, Madame. L'une des préoccupations de l'heure, c'est la résurgence de la Covid-19 lors du Hajj 2024 en Arabie Saoudite. Il y a un communiqué du gouvernement qui alerte en effet sur la Covid et les maladies respiratoires révélées lors du Hajj. Dites-nous, qu'est-ce qui doit être fait par ces pèlerins une fois sur le sol togolais? Merci, Madame. Ces pèlerins, avant de quitter le Togo, ont été d'abord vaccinés contre la Covid-19 et d'autres maladies. Ils ont été sensibilisés sur les mesures, le respect des mesures barrières et le respect des mesures d'hygiène. Ils ont aussi eu des masques et lorsqu'ils seront sur le terrain, ils vont maintenir leur masque en place, subir un contrôle sanitaire avec dépistage et rentrer en famille en attendant les résultats. Les résultats ne vont que durer quelques heures après le prélèvement. Et sûrement, quand ils seront à l'aéroport, il y aura des proches peut-être qui seront là pour les accueillir. Quelle attitude ces proches doivent-ils adopter? Le gouvernement, dans son communiqué, a exhorté les uns et les autres à rester chez soi en attendant les pèlerins. On peut toutefois, lorsque les pèlerins arrivent à leur domicile, être présent, mais toutefois respecter les mesures barrières en attendant les résultats des prélèvements. Oui, Madame, peut-être vous avez un conseil à donner à toute la population. C'est juste des mesures préventives pour protéger les pèlerins et les familles et toute la population. Donc nous devons toujours rester éveillés en cas de symptômes, certains symptômes, aller vers la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge adéquate. Merci, Madame. Merci également à vous, Madame Tagba Peleyi Tilalo. Je rappelle que vous êtes directrice préfectorale de la santé d'Agouenivé. Merci beaucoup. À vous. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Afrique du Sud, plus de 10 jours après l'inauguration, l'élection, Cyril Ramaphosa a donc dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi. Il figure 75 ministres et ministres adjoints. 9 partis différents sont représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral depuis 30 ans. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a cessé sa grève de la faim. L'ex-chef de l'État avait cessé de s'alimenter le 14 mai dernier pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et leur fils Noureddine, tous deux incarcérés. En France, l'extrême droite est aux portes du pouvoir suite au premier tour des législatives. Le Rassemblement national est en tête avec 33% des voix, soit 38 députés. Le parti demande désormais aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour et espère gouverner pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Union de la gauche arrive deuxième avec 28%, soit 32 députés. Enfin, la majorité présidentielle est troisième avec 20% des voix, soit 2 députés.
Et puis un séisme de magnitude 4,2 a secoué dans la nuit d'hier à aujourd'hui la capitale de l'Équateur. Pas de victimes ni de dommages notables pour l'heure, a annoncé l'Institut de géophysique équatorien. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet dans ce journal, le Togo occupe la première place en matière de l'inclusion financière dans la zone UEMOA. C'est selon un rapport de l'institution ouest-africaine francophone. Retour sur les réussites du Togo avec Hervé Segbon. En 2021, le Togo a mené des travaux qui ont abouti à l'adoption d'une stratégie nationale de l'inclusion financière. L'inclusion financière est un puissant moyen de développement, selon Madame le ministre Assi Mazama Esso. L'inclusion financière, elle donne à chaque individu, quel que soit son statut social, son genre, son âge ou sa situation géographique, la possibilité d'accéder à une gamme diversifiée de services financiers adaptés à ses besoins spécifiques et à ses aspirations, en favorisant l'épargne, l'investissement, l'entrepreneuriat, la gestion des risques. L'inclusion financière contribue à réduire la pauvreté, à renforcer la résilience des ménages et à stimuler la croissance économique de nos pays. Avec la stratégie régionale de l'inclusion financière dans la zone de l'UEMOA, lancée en 2019, le Togo a réalisé de nombreux efforts. Des produits financiers abordables sont mis à la disposition des populations, surtout celles vulnérables dans les milieux ruraux. Ministre Assi. Sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Fort Issoz-Mna Gnassingbé, le ministère que je représente a initié plusieurs actions pour améliorer l'accès aux services financiers en mettant un accent particulier sur les populations vulnérables et celles vivant dans les zones les moins accessibles aux prestataires de services financiers. Ces initiatives qui ont été mises en place ont indéniablement porté leurs fruits, comme en témoigne la nette progression enregistrée. En effet, en 2023, le taux d'utilisation des services financiers au Togo a atteint 87,1%, traduisant les efforts concertés du gouvernement et des acteurs du secteur financier. Ce taux financier à 87% classe le Togo en tête des pays de l'UEMOA qui font la promotion de l'inclusion financière depuis 2016. Des bénéficiaires des produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI sur l'ensemble du territoire national illustrent ce record. J'ai 2 boutiques grâce à FNFI. J'ai évolué grâce à des formations qu'on nous fait suivre pour savoir comment on va vendre, comment on va enlever les bénéfices, comment on va faire nos achats et puis comment on va faire pour ne pas tomber. Je vendais depuis que j'ai pris ça, je garde le bénéfice jusqu'à aujourd'hui. Premièrement 30 000, nous avons continué 50, après c'est 100 000, maintenant 1 000. On a acheté le terrain, construit, aidé mes enfants, j'ai bénéficié parce que mon mari a décidé 2020. Et l'inclusion financière vise à lutter contre la pauvreté, une manière de permettre à tout le monde de manger à sa faim. Cependant, les quantités de bouillie, de pâtes et d'autres dérivés de maïs ne cessent de diminuer chez les revendeuses. La cause, la cherté du maïs. Les consommateurs ne mangent plus à leur faim selon leur pouvoir d'achat. Odette Pira a fait le constat à Lomé. Voici son magazine. Les prix des boules de pâtes sont passés de 50 francs à 100 francs, voire 200 francs par endroit. Dame Mafi vend la pâte. Elle a non seulement augmenté le prix, mais surtout réduit la quantité. On doit diminuer comment on est en train d'attacher comme là. On en ajoute 50 aussi, ça fait 100 francs. Même constat chez Dame Clémentine, qui sert des variétés des aliments issus du maïs. La pâte, on coupe 100 francs. D'autres coupent 200, d'autres coupent 150. Moi, c'est 100 francs que je coupe. J'ai diminué ce que je coupais avant là. Je fais ça comme ça, 100 francs. Ce qu'on vendait à 50 francs, c'est ça qu'on vend maintenant, 100 francs. Les consommateurs ne supportent pas ces changements. On peut voir la colère sur leur visage, d'autres des mines serrées en passant la commande. Je vous assure que actuellement c'est difficile de trouver par exemple comme que nous avons l'habitude de manger à 50 francs à 25 francs. Aujourd'hui, la boule de com c'est à 100 francs. Maintenant, même si vous voyez la boule de 100 francs dont je vous parle là, mais c'est insignifiant. Prenez à Kassan, on dirait que c'est du donosobon ou bien de la soupe. Il n'y a plus de boule, tout est léger. Vous prenez par exemple à Closobon, là c'est encore pire.
On dilue tellement que tu prends la clusomon, on dirait que c'est juste de l'eau que tu prends. Et puis 2 minutes après, tu urines et puis c'est fini. Il n'y a plus de la consistance dans la bouillie. La bouillie, on ne comprend rien. C'est-à-dire que quand on achète par exemple la bouillie à clusomon qu'on achetait avant 25 francs, 50 francs, c'est beaucoup. Tu peux boire. Aujourd'hui, il n'y a pas 25 francs, même 50 francs. C'est pour les enfants. Au niveau de la pâte, aujourd'hui, pour manger un peu, il faut aller jusqu'à 600. C'est-à-dire que les boules, c'est à 200. Même juste à côté, c'est à 200. Tu manges les deux la même. Ça n'atteint même pas encore ce qu'on mangeait 100 francs avant. Pour y remédier, ces consommateurs font des propositions. Quelle mesure? Je pense que si on agit en amont sur le prix du maïs, nos bonnes dames ne vont plus trouver de raison. Parce que quand tu demandes à la dame la bouillie, elle va te dire Eblia est rôti. Socle est rôti. Donc si on agit en amont sur le prix de ces produits-là, je pense que ça va influencer sur la qualité et la consistance de ces produits finis. Vu que ça concerne maïs et qu'il y a un SAT normalement qui s'occupe de ça, là ils n'ont qu'à ouvrir les greniers et nous vendent ça à un prix fixé par l'État. Vivement que le nouveau maïs arrive sur le marché pour faire baisser les prix. Merci à vous d'être Kira. Allons à présent sur la route. Les feux de détresse, communément appelés les warnings, font partie des différents types de feux présents sur la plupart des véhicules motorisés. Ils sont opérationnels sur les motos et nécessitent d'être installés manuellement. Ces feux allumés permettent d'alerter les autres usagers d'un danger permanent ou d'une urgence. Quand et pourquoi utiliser les feux de détresse? Florent Abi nous en parle. Pour signaler une situation présentant un danger ou une difficulté, on utilise les feux de détresse. Ceci correspond à la mise en marche des 4 feux clignotants présents à l'avant et à l'arrière du véhicule de façon simultanée. Plusieurs situations nécessitent la mise en marche des feux de détresse. Ekwekoku Mangamana, moniteur. Les feux de détresse, on les appelle communément les clignotants directs, c'est-à-dire les changements de direction fonctionnent au même moment. Même quand le moteur du véhicule a éteint, les feux de détresse peuvent être enclenchés. Maintenant, les feux de détresse, on les allume dans les situations suivantes. Lorsque, par exemple, j'ai une panne, je dois signaler aux autres usagers que j'ai une panne. C'est à travers les feux de détresse. On peut allumer également les feux de détresse lorsqu'on a un accident. Les feux de détresse peuvent être accompagnés de ce que nous appelons les triangles de pré-signalisation. On peut également les allumer lorsque on est dans un convoi. Je peux toutefois, avec les feux de détresse accompagnés de klaxons, qu'on puisse m'aider à me frayer un passage. Au-delà des situations d'urgence, certains usagers de la route se servent de ces feux pour se frayer le passage. Ekwekoku Mangamana. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous n'avez pas pris une personne aussi dans une situation indélicate, une personne malade, une femme enceinte, un blessé, et que vous frayez le chemin en faisant de ces pratiques, c'est un peu outrageant. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dans un pays. Les lois sont claires. On met feu de détresse quand on est dans une situation donnée. Quand ce n'est pas cette situation, il ne faut pas se créer des ennuis. Le code existe et on doit lire le code pour rouler en toute quiétude. En plus de ça, c'est une occasion pour moi de dire que lorsque par exemple un véhicule prioritaire est en train de pouvoir passer, ce n'est pas normal que d'autres véhicules qui ne sont pas prioritaires le suivent. Ça crée du désordre. L'absence ou la mauvaise utilisation des feux de détresse est donc passible d'amende. Dernier sujet de ce journal, la chronique juridique, suite de la série de dossiers sur le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Lundi dernier, nous avions parlé de sa première mission, la promotion et la protection des droits de l'homme. Aujourd'hui, Angèle Rontonji nous fait découvrir sa deuxième mission. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH intervient dans la prévention de la torture ou autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aurait identifié. Pour mener à bien cette mission, la Commission procède d'abord par la sensibilisation. Madame Atis Soafi, membre de la sous-commission prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis l'opérationnalisation du mécanisme de prévention de la torture en 2019,
Le MNP fait l'éducation à la prévention de la torture à travers diverses activités de sensibilisation et de renforcement des capacités de différents acteurs, principalement les acteurs de la chaîne pénale. Après la phase de sensibilisation, Madame Ati Souafi, comment agit concrètement la CNDH pour prévenir la torture et autres peines inhumaines ou dégradantes? Le MNP fait également des visites régulières annoncées comme inopinées dans les lieux de privation de liberté, tels que les prisons, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les postes de rétention au niveau des frontières, les unités spéciales telles que le SCRIC par exemple, et les centres psychiatriques. À l'issue de chaque visite, le MNP recommande certaines actions à l'endroit des autorités. Et l'objectif est de s'assurer qu'en dehors de la liberté d'aller et de venir, les personnes privées de liberté jouissent de tous leurs autres droits humains. La CNDH est donc dans une dynamique constante de dialogue et de collaboration avec tous les acteurs, principalement les acteurs de la chaîne pénale. À lundi prochain pour découvrir la 3e mission de la CNDH. Voilà, ce journal se referme. Retenez pour l'essentiel de les épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce matin au Togo. Au total, 2046 candidats composent dans 33 différentes filières. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a effectué une visite dans les 3 centres de Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg